Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, je reçois plusieurs maires du Limousin, anciens ou nouveaux élus, en ville ou à la campagne. Ils nous diront comment ils vivent cette deuxième vague. Ce sera juste après le générique. Ils font partie de celles et ceux qui affrontent la crise sanitaire en première ligne. Les maires du Limousin sont dans Dimanche en politique cette semaine. Comment jugent-ils l'action du gouvernement dans la gestion du coronavirus? Quelles actions ont-ils eux-mêmes mis en place pour faire face à cette deuxième vague? Comment abordent-ils les semaines qui viennent et qui s'annoncent difficiles? Les maires du Limousin face à la crise sanitaire, on en parle avec 4 élus. Martine Dupin de Bessa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été élue cette année maire de Sainte-Fortunade en Corrèze. Cécile Crezon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Chambon-sur-Voueize en Creuse depuis 2008. Émile Roger-Lomberti, bonjour. Bonjour. Vous avez été réélu maire de Limoges en juin dernier. Enfin, Stéphane Delautrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Écart depuis 2007 et président des maires de Haute-Vienne. Alors, ma première question sera très simple. Je vais la poser à chacun de vous. 8 mois après le début de cette crise sanitaire, comment allez-vous aujourd'hui, Martine Dupin de Bessa, pour vous, c'est un premier mandat, hein? Pour moi, c'est un premier mandat. Je dois dire qu'on a été élus le 15 mars et le 16, on était plongé dans la Covid. Aujourd'hui, comment je vais? Certainement moins bien qu'au début. Certainement moins bien qu'au début parce que c'est difficile. Le début, personne ne savait très bien ce qui nous attendait. On allait vers l'été, il faisait beau, les jardins n'ont jamais été aussi beaux à Sainte-Fortunade. Mais aujourd'hui, où on va vers l'hiver, je dois dire que c'est très dur pour les gens de Sainte-Fortunade. Vous êtes inquiète? Je suis inquiète, oui. Et Cécile Crezon, même question pour vous. Comment ça se passe en ce moment? Comment vous allez? Bien, moi je vais bien, mais effectivement, on est quand même très soucieux de la vie de notre commune et notamment de l'aspect social et surtout de l'ennui de la population. Là, le premier confinement, c'était très nouveau. Le second, là, il y a une chape un peu de béton qui est tombée sur les habitants et on doit être vigilant un peu pour remonter le moral. Psychologiquement, c'est difficile. Ouais. Stéphane Delautrette, vous faites le même constat au Car et puis en Haute-Vienne, puisque vous représentez les maires de la Haute-Vienne aussi? Je ne démentirai pas ce que viennent de dire mes deux collègues, puisque la situation est exactement la même. Alors je dirais globalement, nous les élus, nous portons bien et nous faisons ce que nous pouvons pour accompagner notre population dans la traversée de cette crise sanitaire. Même s'il y a des élus qui ont été touchés par la maladie aussi. Alors, même s'il y a effectivement des élus qui ont été touchés malheureusement, mais tout comme les gens, et les élus ne sont pas épargnés par la Covid. Mais je dois dire qu'effectivement, autant pendant le premier confinement, tout le monde espérait que ce serait comme passage court et que les choses allaient rentrer dans l'ordre rapidement. Ce que nous pouvions craindre se confirme, c'est que nous sommes loin d'en être sortis aujourd'hui. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, le moral des troupes n'est plus tout à fait le même qu'il était il y a quelques mois. Émile Roger-Lomberti, comment allez-vous? Et puis comment vous voyez merci. Cette période? Je que mes collègues maires vont bien. 2 remarques. La première, moi j'ai la chance d'avoir fait des études médicales et d'avoir travaillé sur la dernière grande épidémie et maladie qui portait l'humanité, qui était la tuberculose. Et donc j'ai récupéré un certain nombre de réflexes qui étaient liés à ce contexte. Je voudrais rappeler quand même à tous nos concitoyens la chose suivante. En 1918, nous sortions d'une guerre qui avait été terrible. Ceux qui vivaient à cette époque-là avaient la guerre, les morts ou les gueules cassées, vécu des souffrances épouvantables, pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de richesses, la tuberculose qui faisait des ravages et la grippe espagnole. Donc, faut relativiser, c'est ça que vous dites? Ce que je crois, c'est que nous sortons d'une période où nous avons cru que l'homme était au-delà des contingences de l'environnement et des contingences humaines et animales qui sont les nôtres. Il redécouvre brutalement. Je crois, et je pense que mes collègues seront d'accord, notre difficulté à nous, élus, c'est de pouvoir redonner de la perspective et du sens. Et quant à ce qui concerne la pandémie, eh bien, nous devons nous y adapter au mieux possible.
être le plus anticipatif possible vis-à-vis de l'environnement et pour nos concitoyens. Et puis je crois quelque chose qui est important, mais ce n'est pas le président des maires du département qui me l'enlèvera, c'est que nous devons avoir une très forte solidarité entre nous, de telle manière que nous donnions l'exemple à nos populations. Parce qu'il faut que les populations sentent que leurs élus sont à leur service et dégagent de l'espoir. Alors, Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces mardi soir, plusieurs paliers pour aller vers un déconfinement. Comment vous les avez accueillis, ces mesures, Cécile Crezon ? Il y a du mieux ? Une ouverture de commerce Oui, alors bon, on attend effectivement avec l'arrivée des fêtes de Noël une ouverture pour les commerces. Et moi, j'ai écrit à Madame la Préfète justement en ce sens-là pour qu'il y ait un assouplissement. Donc on l'a bien entendu, il y a cet assouplissement que tout le monde attendait et ça va redonner de l'espoir aux commerçants. Dans le monde rural, on se sent aussi un peu loin de la ville, un peu loin de tout ce qui se passe à Paris. Et ça a donné un peu de souffle nouveau. Je le ressens vraiment dans les rues de Chambon. Martine Dupin-de-Bessa, vous avez regardé le président mardi ? Oui, j'ai regardé le président mardi. Avec inquiétude, avec appréhension ? Avec espoir. Avec espoir. Une chose qui me gêne chez Monsieur le Président, c'est qu'il a tendance à parler pendant 45 minutes pour nous annoncer 3 mesures. Et qu'au bout de ces 45 minutes, on se dise, attendez, mais qu'on se concentre, c'est quoi exactement ce qui nous réserve ? Avec de l'espoir, pareil que ma consoeur, c'est de dire, bon, ça y est, on va peut-être être soulagés. Puis surtout, en tous les cas, en milieu rural, ce sont les familles qui ont dit, ça y est, on va pouvoir accueillir nos enfants. C'était la grande crainte de se dire, à Noël, est-ce qu'ils vont pouvoir venir ? Ça fait un certain nombre de mois que je ne les ai pas embrassés, que je ne les ai pas eus. Donc, ça a été la première chose qui a été très, très bien et qui a redonné un peu le moral. Et du coup, on s'est dit, écoutez, on va rentrer dans les fêtes de Noël, on va organiser notre village pour Noël et on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite, comme ça, écoutez, ça sera peut-être moins long d'arriver jusqu'au mois de décembre pour l'arrivée des enfants. Émile Roger-Lamberty, l'ouverture des commerces, c'est un vrai soulagement pour les Limougeaux. Vous savez, je fais partie, en dehors de l'Association des maires de France, j'appartiens à l'association des grandes agglomérations. Nous avions écrit très tôt au Premier ministre pour lui dire que ça nous paraissait une hérésie que de gérer comme ça le commerce. Je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, on déconfine. Vous mettez, pour les messes, ça m'amuse, vous mettez 8 mètres carrés dans un magasin et vous mettez pour 30 paroissiens dans une église. Et quand je repense, il y aura 30 paroissiens dans l'église de Landouge où ils auront 1 mètre carré et il y aura 30 paroissiens dans les 600 mètres carrés ou 800 mètres carrés de la cathédrale. Il y a une incohérence totale pour vous ? Donc, oui, ce que je crois, mais ça, c'est pas le président de la République, à mon avis, c'est la technostructure qui a mis en œuvre un certain nombre d'organisations qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Et ça, l'histoire des commerces a été particulièrement emblématique là-dessus, parce que finalement, lors du premier confinement, les commerçants avaient fait un travail énorme. Ils avaient pris des décisions, ils avaient pris une organisation, ils avaient pris des responsabilités. On ne peut pas, en permanence, jouer avec la peur du gendarme. D'autant qu'on nous dit, moi je l'ai vécu, quand on me dit « rendez le port obligatoire dans le centre de Limoges », mais pourquoi pas dans tout Limoges? Et si je le rends obligatoire, moi, pourquoi l'État ne le fait pas? Moi, je vais vous dire pourquoi l'État ne le fait pas. Aujourd'hui, l'État ne le fait pas parce que nous n'avons pas les moyens en police pour faire respecter dans les villes partout. Et à la campagne, c'est pareil dans les lieux de rassemblement. Donc il faut que nous soyons bien conscients que nous devons en permanence demander à nos concitoyens et les informer. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait, paradoxalement, le dernier discours du président de la République. Je l'ai beaucoup aimé. Mardi, oui. Pour une raison claire, c'est que je l'ai trouvé didactique sur quelque chose de compliqué. Alors on peut ne pas l'aimer après dans ce qu'il annonce et la façon dont il fait. La problématique où le bas blesse vraiment, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre des décisions que l'on prend qui sont extrêmement complexes pour toute la population.
Voilà. Alors, je vais Mon juste point de vue. ajouter, bien sûr, l'ouverture des commerces à Limoges. Vous les accompagnez, ces commerçants, puisque les dimanches, il y aura des autorisations d'ouvrir pendant tout le mois de décembre. Mais bien sûr, et puis Voilà. aucun d'entre nous ici ne peut penser le contraire. Nous ne militons pas et nous ne disons pas acheter sur place pour fermer les villes, pour fermer les bourgs, les centres-bourgs, etc. Nos centres-villes, nos centres-bourgs sont en jeu dans cette dynamique. Et les relations au sein de nos campagnes, entre les campagnes, la ville, sont en jeu. C'est toute la vie de nos concitoyens, c'est ce qui peut porter l'espoir et c'est ce qui peut leur porter aussi, le respect, la solidarité réciproque qui va les inciter à porter les masques et à faire attention aussi que les familles ne fassent pas n'importe quoi pendant ces fêtes, à condition aussi qu'on ne leur impose pas le sentiment qu'ils sont en pleine résistance contre des mesures technocratiques qui ne tiendraient pas compte de leurs aspirations naturelles. Alors, j'aimerais vous faire découvrir quelques éléments de l'enquête qui vient d'être faite par le Cevipof auprès des maires de France, puisque le congrès des maires devait avoir lieu cette semaine et il n'a pas lieu évidemment. À la question, parmi les propositions suivantes, quelles difficultés majeures avez-vous rencontrées depuis le début de l'épidémie pour gérer l'urgence ? Eh bien, les maires ont répondu en priorité, ce que vous disiez, le manque de directives claires et cohérentes de la part de l'État à 51%, le manque de matériel de protection à 30% et le manque de directives claires et cohérentes de la part, cette fois, des ARS à 29%. Vous qui avez été en première ligne pour faire respecter, appliquer ces nouvelles règles, Stéphane Delotrette, il y avait un manque de clarté ? Oui, il y avait un manque de clarté, mais qui repose, à mon sens, sur une chose, et ça rejoint la question précédente sur l'intervention du président de la République, c'est, à mon sens, un manque de concertation. Nous avons tous été suspendus à ce discours du président pour savoir quelles allaient être les mesures annoncées par l'État. Or, ce que nous demandons, et de longue date, on a vécu le premier confinement. Alors, je ne reproche pas au gouvernement, dans la situation dans laquelle nous étions au mois de mars, d'avoir dû prendre des mesures rapides, sans forcément avoir le temps de la concertation pour le mettre en œuvre. Sauf que ce qui s'est passé là sur cette deuxième période de crise, c'est qu'on avait l'antériorité de la première, et que dans l'intervalle, justement, peut-être aurait-il fallu plus de concertation entre le gouvernement, les élus pour ce qui relève de la sphère publique, mais aussi entre le gouvernement, les fédérations professionnelles, parce qu'on nous parle beaucoup de concertation dans les annonces qui sont faites. Moi, ce que j'entends des représentants de ces organisations, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. Les mesures, elles tombent, elles sont annoncées, elles s'appliquent telles qu'elles sont annoncées sans qu'il y ait eu discussion en amont. Donc pour ce qui est, en tout cas, de l'Association des maires de France, c'est chose qui est demandée de longue date. Pas plus tard que cette semaine encore, le président de l'Association des maires a adressé un courrier au Premier ministre demandant enfin à ce que la concertation ait lieu pour justement aborder ensemble la manière de déconfiner. Pourtant, le Premier ministre, il se défend des territoires. Il dit qu'il est un homme des territoires, qui veut consulter les élus. Ça veut dire que dans les faits, c'est pas le cas ? Dans les faits, c'est pas le cas. Et si ça avait été le cas, très certainement, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. La problématique des activités économiques et la fermeture des commerces. Tous mes collègues le disent, les problématiques ne sont pas les mêmes que l'on soit en milieu rural, en milieu semi-urbain, en milieu urbain. Donc, je pense que s'il y avait eu la concertation, on aurait eu des mesures qui se seraient adaptées à chaque contexte et qui auraient tirer les enseignements de ce qu'avaient su faire les gens auparavant. Nos commerçants ont eu une démarche exemplaire dans la première phase, dans le premier déconfinement. Les mesures sanitaires ont été mises en place. Moi, je n'aurais pas pensé, d'ailleurs, que ça puisse fonctionner aussi bien. Donc, démonstration a été faite que ça pouvait être fait. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas tenu compte de cela dans les mesures qui ont été prises ? Alors, je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir. Il s'adresse notamment aux maires, justement, dans le cadre de sa stratégie « Tester, alerter, protéger ». On l'écoute. Protéger. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Émile Roger Lamberti, accompagner les malades sur le plan médical, matériel, psychologique.
Vous comprenez quoi? Bon, moi, je vais vous dire. Là, ce que dit le président de la République, c'est ce qu'auraient dû dire les experts à l'aune de ce que nous savons depuis 1850 en termes de grande pandémie. Or, nous avons oublié progressivement dans la deuxième partie du XXe siècle, et notamment après les années 70, voire les années 80, nous avons complètement oublié les grandes mesures et la grande organisation de santé publique. Si vous avez un enfant qui a la rougeole, il est interdit de classe et vous devez le garder à la maison. C'est protéger les autres de la contamination. Donc nous sommes bien là dans quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que nous avons complètement évacué autour de l'infection à sida, HIV, où on a voulu des pratiques nouvelles, une réflexion nouvelle, etc., et où on arrive aujourd'hui non seulement dans une dimension de non-protection des populations, mais finalement de stigmatisation de ceux qui seraient malades, alors qu'on veut l'éviter. Le mode de contamination n'est pas le même, quand même. Non, mais ce n'est pas un mode. De grâce. La contagion existe. Le mode que nous ayons fait de la santé publique à partir simplement du mode de contamination que nous avons surdéterminé au détriment de la protection de la santé de celui qui est atteint et de ceux qui sont autour de lui est catastrophique. Et aujourd'hui, nous le payons plein pot. Nous aurions dû... Alors, il faut quand même prendre en compte quelque chose d'important. Je fais partie de ceux qui ont dit, depuis février, qu'il fallait mettre un masque. On m'a dit non, c'est pas vrai, il ne faut pas, etc. Y compris les grands serviteurs de l'État qui se gargarisaient. Alors, malheureusement, il y en a qui en sont morts. Et puis il y en a d'autres qui sont morts parce qu'ils allaient au combat sans avoir de protection. Oui, il faut se protéger le visage. Oui, il faut se protéger avec des masques. Alors après, on a jonglé sur actif, pas actif, etc. On s'en fout un peu, se protéger et on protège l'autre. À partir de là, nous pouvions avoir tout un tas d'attitudes qui étaient cohérentes, les gestes barrières et tout, et avoir des rapports sociétaux de responsabilité. Et à partir du moment où nous sommes dans une situation où on dit les maires, je vais vous raconter une anecdote très courte. Les maires, je reviens sur mes histoires de masques. Soit on dit le port du masque est obligatoire dans toute la France et tout le temps, et c'est une règle que définit l'État pour protéger les personnes, soit on se retourne, comme on le fait à l'heure actuelle, les maires décideront. C'est-à-dire que les maires vont bientôt décider des choses qu'ils ne peuvent pas faire appliquer, et c'est se dégager. On parle du bâton ou je ne sais pas comment, la patate chaude, etc. C'est pas très courtois. Cécile Crezon ? Moi, je voudrais juste intervenir. Effectivement, moi, je suis maire d'une toute petite commune, à Chambon-sur-Voueize, moins de 1000 habitants. On écoute M. Macron à la télé, et le lendemain, on va dans les rues du village et on nous dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est là, nous, maires de petites communes rurales, on se sent un peu démunis. On reçoit des ordres, on reçoit des qui arrivent parfois quelques jours après, des contre-ordres. Donc nous, on gère en fait comme on peut, avec plein de bon sens, et surtout, on ne se précipite pas auprès des annonces. Le port du masque, etc. Moi, je ne suis pas capable de juger, je n'ai pas les compétences. Nous, on doit obéir, transmettre ce que nous dit l'État. Mais parfois, c'est un peu brouillon. Et il y a des contre-ordres, et moi, maintenant, je pratique, je ne me précipite pas, et j'attends, et les choses se passent bien plus facilement comme ça. Oui. Alors, on approche bientôt de la fin de l'émission. J'aimerais vous entendre sur ce qui a été mis en place très concrètement chez vous. Par exemple, pour ce deuxième confinement, Martine Dupin-de-Bessa, vous avez voulu aider la scolarité, par exemple. Oui, tout à fait. On a voulu aider la scolarité. Donc, en fait, on n'a pas... Enfin, ils ont eu les masques, les enfants ont pris les masques. Je ne vous dis pas les 3 jours qui ont précédé la rentrée où c'était on avance, on recule, on tourne à droite. Enfin, on s'en est débrouillé, on a fait ce qu'il fallait, nos enfants sont protégés. On a, nous, une école de 152 élèves. Il a fallu organiser la cantine, puisque pratiquement 99% des élèves restent à la cantine. Donc ça veut dire 3 services chez vous, c'est ça ? Ça veut dire 3 services, de façon à ce que les élèves restent séparés les uns des autres. Ça veut dire que c'est le personnel qui les serve. Il n'y a plus de self-service. Écoutez, nous, on fait, effectivement, moi, je rejoins. On s'adapte. Et puis,
Je vais vous dire, effectivement, moi je rejoins ce que dit M. Lamberty. Ils sont gentils, tous ces Parisiens dans leur bureau qui sont confinés eux aussi depuis 6 mois et qui discutent entre eux sans venir. Ils auraient dû se déconfiner, venir sur le terrain pour voir un peu comment on fait. Et je dois vous dire que d'une façon générale, je crois que les maires ont été à la hauteur, et les conseillers municipaux, parce que je ne suis pas toute seule dans cette affaire. Les élus, oui. Les élus en général. Ils étaient sur place, ils sont venus, ils ont participé, ils ont fait que... On a essayé de faciliter au maximum la vie des fortunataires, de concitoyens. Oui. On s'est mis en accord avec... J'ai pris contact tout de suite avec le lycée Edmond Perrier pour les élèves de seconde qui, de nouveau, n'avaient pas cours entièrement. Donc, vous organisez du soutien scolaire, des choses comme ça ? On a organisé du soutien scolaire et des études surveillées et cadrées pour les élèves de seconde de Sainte-Fortunade. Ça a été très apprécié des parents parce que la première période, en revanche, je pense que c'est là où ça pêchait le plus, la première période, c'est tous les enfants qui sont restés sur le carreau et dont les parents n'ont pas pu suivre, faire à la fois leur propre boulot avec C'était compliqué, oui. C'était compliqué, se mettre au travail après pour les enfants. C'était difficile. Et puis, ce sont les enfants qui en ont pâti. C'est pour ça que tout de suite, on s'est engouffré dedans pour dire « Allons, on va les aider ». Stéphane Delotrette, il y a eu une solidarité entre les élus ici, en Limousin, en Haute-Vienne, en Corrèze, en Creuse. Oui, je crois qu'il y a une très grande solidarité des élus entre eux, où qu'on soit, je pense, en France. Moi, je pense quand même qu'il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir sur ce qu'a dit Émile Roger Lamberty. Moi, je crois que, et qui ressortait dans le sondage que vous avez montré tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qui relève des directives nationales et que l'État se doit de donner. Oui. La question du port du masque, c'est pas au maire d'en arbitrer. Il doit y avoir une directive nationale qui fixe le cadre. Quand on dit prendre appui sur les élus locaux, nous sommes les premiers à le revendiquer. Mais sur quoi ? Mais sur ce que l'on sait faire, ce que viennent de dire mes collègues, accompagner nos habitants dans la difficulté générée par cette crise sanitaire. Ça, c'est notre boulot d'élu local que d'organiser les choses à l'école, sur les accueils de loisirs, poursuivre l'accueil en crèche, en respectant toutes ces choses-là. Ça, c'est le rôle de l'élu local. Et il y a un point sur lequel, par rapport à la campagne de vaccination, à la prévention, etc. Fait valoir une aide. Elle veut participer à cette campagne. Parce que là, nous sommes des acteurs incontournables qu'il faut absolument mobiliser si l'on veut réussir l'essai. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parlait de stigmatisation tout à l'heure. Aujourd'hui, j'entendais hier sur un reportage télé de gens qui cachaient leur pathologie Covid parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Mais ce que nous annonce le chef de l'État avec l'isolement des personnes, etc., alors, bien sûr, j'entends ce que disent les spécialistes et effectivement, prévenir des situations, c'est effectivement éviter les contacts quand les gens malades ne peuvent pas rester à l'isolement chez elles, trouver des solutions. Mais ces solutions, on peut les trouver sans stigmatiser les gens et pour le coup, en prenant appui sur les élus locaux qui sauront trouver avec les familles et en concertation avec l'ARS, puisque c'était bien redit, l'absence de choses très structurées à l'échelle locale, l'autorité de santé, c'est l'ARS, et on peut trouver ces solutions-là à une condition, c'est qu'on soit véritablement dans la concertation nationale, mais aussi dans la concertation locale pour réussir à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Émile Roger Lamberty, est-ce que vous êtes inquiet pour les semaines qui viennent ? Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Vous savez, j'ai affronté des circonstances dramatiques en tant que médecin. Donc, mon boulot, c'est de faire en sorte d'apporter de l'optimisme. Nous, on a mis beaucoup de choses en place, notamment autour de la scolarisation. C'est vrai on est passé de 5600 à 5000 élèves dans les cantines. C'est pas rien, mais ça nous donne aussi la dimension de diminution. Sur la vaccination, j'ai dit et répété à mes collaborateurs et à mes collègues, je leur ai dit, la vaccination, si on veut qu'elle réussisse, il ne faut surtout pas qu'on fasse des vaccinodromes comme on a connu en 2009, où ça a été une catastrophe. Il faut surtout qu'on soutienne et qu'on épaule l'ensemble des médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers du système normal. Et que s'ils ont besoin d'espace pour organiser, nous, on sera là. Et si mes collègues
Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une grosse ville avec un certain nombre de moyens qu'on peut démultiplier. Je l'ai écrit un peu à tout le monde. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on puisse s'épauler, se dépanner. Même appeler d'autres communes pendant la crise, à venir se faire vacciner à Limoges, par exemple. La Dignac-le-Long se retrouve avec un EHPAD en difficulté. Nous leur avons envoyé des FFP2 que nous leur offrons. Nous leur avons envoyé des surblouses que nous allons récupérer. On doit agir dans cette solidarité. C'est extrêmement important et dans cette souplesse. De la même manière, s'il y a besoin à un endroit donné de médecins, moi j'ai des médecins du travail à la mairie de Limoges qui peuvent tout à fait aller aider. Je crois qu'on doit être là-dedans, mais pas faire à la place des professionnels. Non. Et pour isoler, nous avons une chance fantastique d'avoir un CHU. D'avoir un CHU et d'avoir un hôpital qui est un hôtel hospitalier qui est mobilisable. Utilisons ça et louons des chambres à la limite. S'il y en a beaucoup et s'il y en a besoin, louons des chambres dans des hôtels qui sont vides actuellement et ça coûtera moins cher que de garder les gens dans des services hospitaliers. Ayons ça dans la tête. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Cécile Crozon, je me tourne vers vous. C'est vrai que le fait d'être maire, c'est parfois attaqué. Les maires, il y a des incivilités, il y a des... Est-ce que vous diriez... Oui, des insultes aussi. Qu'est-ce que le message que vous souhaiteriez faire passer ? Eh bien, moi, c'est plutôt aussi un message d'espoir. Bon, le confinement, le deuxième confinement, c'est lourd, c'est effectivement très compliqué, mais il y a eu beaucoup de solidarité et des choses très belles qui se sont mises en place. Nous-mêmes, au niveau de la commune, on a fait des masques avec des bénévoles. Moi, j'ai des élus qui appellent régulièrement les personnes isolées. Donc je pense qu'il y a des choses positives et favorables qui en sortent. Il ne faut pas non seulement voir cet état un peu... on est dans un état un peu dramatique. Mais par exemple, une chose positive, nous, l'été dernier, à Chambon-sur-Voueize, on a eu énormément de touristes. Pas des touristes étrangers, des touristes français qui sont venus découvrir la campagne. Et c'est ce regard du monde rural qui, je pense, peut-être qu'on en sortira, le monde rural, peut-être un peu grandi, cette image passéiste, vieillotte, dans les vieux films des années 60. Et dites pas du mal des paysans. Non, j'en suis une. Mais bon, mais non, voilà, je crois que c'est ça qu'il faut voir et que peut-être on en sortira tous grandis. Merci. Et le monde rural encore plus. Et ça sera une note d'espoir pour finir cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Emmanuel Brault, puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Elisabeth Borne, la ministre du Travail. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à ceux qu'on pourrait appeler les oubliés du déconfinement, les bars, les restaurants, les discothèques du Limousin. Comment vivent-ils cette situation ? On en parlera avec d'autres invités sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous.